Alors oui, en fait, on pourrait, de toute façon, comme Kelsey a mentionné tantôt, ce sera enregistré, alors on pourrait très certainement faire quelque chose avec ceci. Euh, Évidemment, pour pas que ce soit, en fait, pour que ce soit profitable pour tous, parce qu'on veut pas avoir, on veut que nos invités, ceux qu'on a invités, ça puisse, les autres puissent en profiter également. Alors je me nomme Michel Jean Gosselin, je suis membre du CA de l'ACFOWEC. Présentement, j'occupe le poste de secrétaire au sein du CA d'administration. Et puis c'est vraiment un honneur pour moi et de toute notre équipe de vous accueillir ici cet après-midi pour le 22e Bookfest, c'est-à-dire le Festival du livre de Windsor. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on prenne un petit moment, parce qu'il est important pour nous de partager la reconnaissance du territoire. Alors, le Literary Arts Windsor reconnaît que notre organisation et le festival sont basés sur le territoire traditionnel de la Confédération des Trois Feux de la Première Nation, qui comprend les Ojibwe, les Odawa et les Potawatomi. Nous respectons évidemment les relations de longue date avec les peuples de Première Nation dans cet endroit qui est situé dans la région de Windsor-Essex et de Détroit. Alors, nous sommes très fiers d'avoir continué à organiser ce merveilleux festival annuel des arts littéraires de Windsor, sans interruption maintenant depuis plus de 20 ans. On se retrouve présentement en ligne, évidemment, pour partager un festival littéraire qui présente un groupe d'auteurs étonnants et surtout diversifiés. Et puis, on aimerait aussi, Literary Arts Windsor souhaite particulièrement remercier Patrimoine canadien, l'Université de Windsor, la Bibliothèque du Comté d'Essex et tous les membres de l'ACFOWEC pour leur contribution à la réalisation de ces événements. De plus, en tant que représentant de l'ACFOWEC, je tiens aussi à remercier Literary Arts Windsor de nous accueillir et de saluer nos commanditaires et partenaires suivants. Alors, il y en a quelques-uns, je vous demanderai d'être patient avec moi. Alors, le CCFWEC, pardon, la clinique juridique bilingue, le Conseil scolaire catholique Providence, le Conseil scolaire public Viamonde, Brisebois Law Firm, le Réseau Femmes du Sud-Ouest de l'Ontario, la SADC, le Club Richelieu-Windsor, le Collège Boréal-Windsor, l'Université de Windsor, les garderies franco-sol, programme langue officielle et également l'AEFO du Sud-Ouest catholique. J'aimerais maintenant vous présenter celle qui sera la modératrice pour cet événement, Madame Kelsey Santarosa. Alors à toi, Kelsey, à toi la parole. Merci beaucoup, Michel. Une grande liste de personnes qui vraiment nous aident à assurer que Bookfest continue à chaque année, Festival du Livre. Donc, c'était un grand plaisir pour moi d'être ici cet après-midi. Je parlais tout à l'heure avec Fanny et Eric. Ça me fait penser un peu à nos temps pendant la pandémie, être chez nous. Et je blague, mais pour moi, c'est un café. Mais le grand bonus pour ceux et celles qui sont chez vous, ça peut être une bière, ça peut être une coupe de vin, comme ça vous plaît cet après-midi. Donc, il y a des choses qui comptent pour être en mode virtuel. Donc, moi, je me présente, je suis Kelsey Santarosa, comme Michel Jacques Gosselin a mentionné. J'ai le grand plaisir de servir comme trésorière de l'ACFOWEC en ce moment. Et en plus, j'ai le grand honneur de présenter nos deux auteurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Alors, je vais le lire parce que je ne veux pas faire de faute, mais je vais commencer avec l'introduction de Fanny Britt. Donc, Fanny est une dramaturge, traductrice et romancière québécoise reconnue pour ses œuvres qui explorent les complexités de la vie moderne, souvent avec un regard féministe et engagé. Née à Meaux et grandi à Montréal, elle s'est rapidement imposée comme une figure incontournable sur la scène littéraire et théâtrale au Québec. Sa carrière prolifique s'étend sur plusieurs genres, de la dramaturgie à la bande dessinée, avec des œuvres fortes comme Les tranchées de Jeanne, Le Renard et moi. Fanny aborde des thèmes comme la maternité, les relations amoureuses et la place des femmes dans la société, avec une plume à la fois subtile et percutante. Elle possède une capacité de décrire les zones grises qui caractérisent les relations humaines dans le monde d'aujourd'hui. Elle donne vie à des idées conflictuelles à travers des personnages et des scènes pleinement développées. Son deuxième roman, Faire les sucres, était publié en 2020 et est une réflexion sur le vieillissement, la nostalgie et la quête de sens dans un monde en mutation. Avec son style incisif et poétique, elle parvient à saisir des dilemmes existentiels de ses personnages privilégiés tout en offrant un commentaire social pertinent et actuel. Bienvenue,
Fanny Brett. Merci d'être Merci, c'est toute une introduction. Ouais, je sais. Et puis, même chose, on doit le faire pour les deux. Hein? Donc, Éric Chacour est un auteur qui s'est imposé sur la scène littéraire grâce à son premier roman, Ce que je sais de toi, publié en 2023. Il est né à Montréal et a grandi entre la France et le Québec. Et Chacour a été influencé par ces deux cultures, ce qui se reflète dans les écrits empreints de sensibilité et d'émotion. Ce que je sais de toi explore les liens familiaux et l'exil en s'inspirant des histoires de son propre passé, notamment son lien avec l'Égypte et les tensions de l'exil. Sur le plan personnel, Chacour a passé sa jeunesse à naviguer entre deux mondes et cette dualité culturelle l'a amené à développer une plume riche et introspective, marquée par des thèmes tels que l'appartenance et l'héritage. Son écriture se distingue par sa finesse et sa capacité à capturer l'essence des émotions humaines. Il a su toucher les cœurs des lecteurs et des critiques, recevant des éloges pour la profondeur psychologique de ses personnages et la qualité poétique de sa prose. Bien que Ce que je sais de toi soit son premier roman, il a déjà reçu un accueil enthousiaste dans le milieu littéraire francophone, promettant à Chacour une carrière prometteuse. Le roman a été sélectionné pour plusieurs prix littéraires prestigieux, saluant son talent émergent et sa contribution à la littéraire contemporaine. Donc, merci Éric Chacour, bienvenue. Merci Ce sont beaucoup, des longues Kelsey. biographies, je sais, mais il faut en mettre sur scène tout ce qu'il y a à parler après. Si ça vous plaît, je vais faire juste une petite introduction des romans que vous allez présenter aujourd'hui avant qu'on vous permette de nous lire des extraits pour bien situer le monde qui est avec nous aujourd'hui. Donc, Faire les sucres, ce roman, ce deuxième roman de Fanny, s'articule autour de la relation nouée entre Marion et Adam à la suite d'un séjour sur l'île touristique de Martha's Vineyard où Adam frôle sa mort dans un accident. La relation jusqu'alors passionnée du couple s'engage sur une pente descendante. À travers le parcours de deux adultes forgés par tous les privilèges sociaux inimaginables, elle dentiste, lui chef d'un restaurant chic à succès, on assiste à leur fuite par le biais d'une narration précise et agile. De l'autre côté, on accède brièvement à l'univers de la jeune Célia, la victime de cet accident, issue par sa part d'un milieu modeste. Sa force de caractère et sa résilience ne manquent pas de mettre au jour à la fois magnifique et terriblement l'humain occidental privilégié. Pour Ce que je sais de toi, donc dans le Caire des années 1980, un jeune médecin suit un destin tracé par lui. Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité par son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être qui a tout semble éloigné de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant que d'autres choix que l'exil. Dans la communauté lévantine d'Égypte, aux hivers montréalais, du règne de Nasser jusqu'à l'aube des années 2000, Tarek fuit, erre et souvient. Mais cette île qu'à plusieurs milliers de kilomètres, quelqu'un raccommode les lambeaux de son histoire et tente de remonter, chapitre après chapitre, le cours de sa vie. Récit d'une absence et de réconciliation, Ce que je sais de toi brosse avec délicatesse d'humour, de sensibilité, le portrait d'un clan déchiré et d'une société en pleine transformation. Donc, ça se met un peu sur scène. Vous allez voir dans le chat aussi du webinaire aujourd'hui un lien vers BiblioOasis Books ici à Windsor où des copies des livres sont disponibles. Et il faut mentionner aussi que les deux livres sont aussi sont disponibles en français qu'en anglais. Faire les sucres a été traduit par Suzanne Ouriou, est disponible sous le titre Sugaring Off. Et Ce que je sais de toi a été traduit par Pablo Strauss et est disponible sous le titre What I Know About You. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec des petits extraits et je vais permettre aussi aux auteurs de lancer quelle autre introduction que vous aimeriez. Et je vais vous dire, pour ceux qui sont participants aujourd'hui, si vous avez des questions pour les auteurs aujourd'hui, vous pouvez le mettre soit dans le chat, dans le Q&A, et puis on peut passer par ces questions soit pendant la séance aujourd'hui ou à la fin. Donc, n'hésitez pas de poser vos propres questions juste là. Donc, Éric, à vous. Merci. Alors, je commence par un extrait, c'est ça? C'est ça l'idée?
Oui, Oui, je crois. je crois, oui. L'introduction ou bien l'extrait, à vous. Parfait. Alors, donc c'est un extrait qui se passe au début du roman. C'est un extrait sur l'enfance, et cette espèce de réflexion que vous avez peut-être eue de: «Quand est-ce que la vie va commencer?» Heu, Parce que voilà, j'ai l'impression que l'enfance est une sorte de longue attente et on en parlera peut-être après, mais l'extrait a été un peu inspiré par une chanson de Céline Dion, donc voilà. Je vous le dis comme ça. Alors, la vie commencerait plus tard. Pour l'heure, ce n'était pas la vie, c'était une attente, un répit peut-être, l'enfance, une lente préparation. À quoi te préparais-tu? Ou plus précisément, à quoi te préparait-on? Tu appréciais davantage la compagnie des adultes que celle des enfants de ton âge. Tu étais ébloui par ceux qui n'hésitent jamais, ceux qui, avec le même aplomb, peuvent critiquer un président, une loi ou une équipe de football. Ceux dont chaque geste semble affirmer qu'ils détiennent la vérité pleine et entière. Ceux qui régleraient en un claquement de doigts les questions de la Palestine, des frères musulmans, du barrage d'Aswan ou des nationalisations. Tu finissais par croire que c'était cela l'âge adulte, la disparition de toute forme de doute. Un jour, il t'apparaîtrait pourtant avec évidence qu'il n'existe que très peu d'adultes véritables, que nul ne se départ tout à fait de ses peurs originelles, de ses complexes adolescents, du besoin inassouvi de venger ses premières humiliations. Or, on s'étonne encore de déceler une réaction puérile chez un de nos semblables, mais c'est une grossière erreur. Il n'y a pas d'adulte au comportement d'enfant. Il n'y a que des enfants qui ont atteint l'âge où le doute est honteux. Des enfants qui finissent par se conformer à ce qu'on attend d'eux, qui renoncent à la moindre remise en question, affirment sans plus trembler, méprisent la différence. Des enfants aux voix rauques, aux cheveux blancs, à l'alcool facile. Bien des années plus tard, tu finiras par comprendre qu'il faut les fuir quoi qu'il en coûte, mais en ce temps-là, ils te fascinaient. Fin de l'extrait. Bravo. Merci, merci. Merci, Eric. Fanny, à ton tour. OK. C'est drôle parce que moi aussi, j'ai une allusion à une chanson de Céline Dion à la toute fin de Ah! Faire les sucres. Alors, on a un petit fil entre nos deux livres, là. On parlera de ce livre. Ouais, on se révélera de quelle chanson il s'agit après. Je vais lire un petit extrait, mais pour mettre en contexte, donc comme Kelsey a expliqué, le livre suit un peu la désintégration, un peu la lente désintégration d'un couple après un événement qui est somme toute un non-événement, en tout cas du point de vue du couple plus privilégié dans l'histoire, Adam et Marion. Et le personnage d'Adam, dans son espèce de crise existentielle qui suit cet accident-là, décide comme ça, parce qu'il est assez riche et aussi parce il se sent un peu le droit à tout, le droit de posséder tout, décide de devenir sucrier, de s'acheter une érablière, puis d'exploiter la terre euh, euh, traditionnelle d'une famille d'acériculteurs. Bref, là, c'est la première période des sucres pour Adam et il invite donc sa blonde, Marion, à l'accompagner pour l'entaillage des arbres, même si une grande distance s'est installée entre eux. Donc, voici le moment. Aujourd'hui, il se tenait devant Marion qui attendait ses instructions, et il se sentait gêné comme un garçon de 12 ans qui invite une fille au cinéma. On va aller dehors, a-t-il dit finalement. Je vais te montrer. Sylvain lui avait dit, une entaille, c'est une blessure. C'est pour ça que la manière dont tu t'y prends est aussi importante. Par contre, le désentaillage est encore plus critique parce que tu peux arracher des parties de l'écorce si tu utilises trop ta force. Puis après, ça met des années à cicatriser, puis l'arbre meurt de l'intérieur sans que tu l'aies vu venir. Puis première affaire que tu sais, c'est qu'il donne plus d'eau. Tu y dois ça à ton arbre, de le blesser correctement. Ça fait drôle dit de même, mais c'est ça pareil. Tu n'as pas le choix de le blesser si tu veux faire les sucres. Si tu fais ça comme il va guérir tranquillement, puis toi, tu vas choisir l'endroit le plus sécuritaire à la prochaine entaille pour laisser l'ancienne guérir. Tu comprends? C'est un cycle. Tu crées un nouveau trou juste assez loin de l'ancien, puis tout ce beau monde-là va cohabiter puis continuer à produire. Ta mèche aussi va faire une différence. Tu veux un beau trou égal, franc.
Tu veux pas aller gruger à gauche, à droite, puis causer plein de petites meurtrissures cachées, tu comprends? Tu mesures ton angle, 2, 3 fois s'il faut. Tu ajustes ta mèche, tu prends ton temps. Chaque fois, tu y fais mal à ton arme. Oublie jamais ça. C'est comme l'abattage sur une ferme. C'est nécessaire, mais c'est violent. Le monde n'aime pas ça, penser à la violence qui vient avec leur cuisse de poulet barbecue, puis je les comprends. J'aime pas la violence plus qu'un autre. Mais ton arme, c'est tout ce qu'il te demande. Que tu fasses attention, parce que tu sais que ça fait mal. Adam a répété à Marion ce que Sylvain lui avait enseigné. En lui parlant, il s'est aperçu qu'il avait du mal à la regarder en face, que ses yeux se posaient un peu partout sauf sur elle, sur les tubulures bleues qui allaient d'un arbre à l'autre en traçant une courbe creuse, un avion haut dans le ciel, ses propres raquettes dans les pieds de Marion. Elle n'avait pas apporté les siennes, bien qu'il le lui ait demandé, et il lui avait prêté celles que Sylvain lui avait dit d'acheter en janvier, quand Adam avait débarqué dans le bois en ski de fond. Il n'avait pas pu faire 3 mètres, les arbres étaient trop rapprochés, le terrain escarpé. Un beau plan de gars de la ville, ça, s'était esclaffé Sylvain. Les raquettes d'Adam étaient trop grandes pour Marion. Il s'était agenouillé devant elle, gants entre les dents, pour en resserrer les courroies au maximum. À présent, il fixait l'amas de neige qui se créait entre la semelle de sa botte et la raquette, et lui parlait des blessures cachées des érables, sans ignorer que les métaphores amoureuses y abondaient comme rigoles au printemps, et c'est sans doute pour cela qu'il n'arrivait pas à la regarder. Quelle étrange sensation que celle d'oublier comment plonger ses yeux dans les yeux qu'on connaît le mieux. Au bout du compte, il était préférable de ne rien dire, et ils ont passé la journée à percer les arbres en silence. À la noirceur, ils avaient fini. Merci beaucoup, Fanny et Eric, pour les 2 extraits. Les extraits maintenant me fait penser à quelle sorte de questions on va commencer avec, mais je vais le laisser à vous parce que je ne sais pas comment on va l'insérer après. Peut-être de commencer avec ces chansons de Céline Dion, Mais évidemment oui, Fanny, je me posais la inspirées question vos pendant tout ton lectures, parce extrait. que de là, ça nous donne quelque chose, des petits indices d'où on va aller. Donc, à vous de peut-être partager ça avec les participants aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre. Ben, dans mon cas, c'est vraiment plus une référence à la nostalgie, une référence pour Marion particulièrement à l'espèce de sentiment d'ouverture qu'on peut avoir quand on est à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, puis où on se projette dans des amours exaltés, puis dans des existences exceptionnelles. Donc, à la toute fin du livre, il y a une scène dans une fête d'anniversaire où on fait jouer cette chanson-là. Donc, on nomme pas la chanson dans le livre. J'essaie de voir si je suis capable de retrouver très, très vite la phrase. Mais c'est une référence à Pour que tu m'aimes encore, en fait. Ah, la plus belle de ces chansons. Et toi? Bah, moi, c'était alors, en fait, il y en a 2. Il y en a 2. Il y a On ne change pas, qui est sur Ah ouais. l'album en français juste après celui Mhm. de Pour que tu m'aimes encore, hem, où il y a cette espèce de regard sur l'enfance où on se rend compte que finalement on ne change pas soi, c'est simplement le regard des autres qui change sur nous. Hem, donc l'enveloppe physique qu'on a change, mais nous, au fond de nous, on ne change pas et on se sent obligé de jouer un rôle qui est pas forcément le nôtre. Mhm. Et ça, c'était un point de vue qui me touchait beaucoup. Et il y a une autre chanson qui s'appelle «J'attendais» sur, le Oui. même album où Jean-Jacques Goldman, qui a écrit les paroles, fait dire à Céline Dion une phrase que je trouve merveilleuse. Il lui fait dire donc on parle de l'enfance et il dit, que c'est un moment de la vie où rien ne se passe, mais où rien ne s'oublie. Et je Mhm. trouve que c'est une des plus jolies définitions de l'enfance. C'est vrai qu'il se passe pas grand-chose finalement. C'est comme une sorte de long continuum. On ne sait pas quand ça commence, quand ça se termine. On joue quand on a le temps de jouer, on mange quand on nous dit de manger, enfin voilà. Mais en fait, on n'oublie presque rien et soit on le garde de façon consciente, soit ça s'imprime en nous d'une autre manière, mais je crois qu'on n'oublie rien. Hmm. C'est intéressant, tous vous deux. Il y en a toujours des petits liens entre tout le monde et évidemment d'autres thèmes aussi qu'on en va parler qui sont là et présents dans les 2 de vos romans. Alors, Mhm. je vais commencer peut-être, Eric, en s'inspirant un peu de l'extrait que vous avez choisi aujourd'hui, de parler un peu de ce thème
d'enfance, des adultes. J'ai bien aimé, il y avait, je pense pas dans l'extrait, mais juste après, que le monde des adultes a été décrit dans le livre comme un continent lointain qui lui restait à découvrir pour Tarek. Et puis là, je me suis inspirée un peu de quelques vos propres mots pendant que vous y parlez un peu de vos voyages en Égypte en tant qu'adulte, en tant qu'ado. Vous parlez, et si vous me permettez, vous avez dit, j'ai retrouvé chaque fois ce mélange troublant d'extranéité et de repris familier, des mets dont j'écorche la prononciation, des rues sans foi arpentées, bien que durablement anonymes. Et pour moi, ce qui me tient à cœur, c'est des chansons que je fredonne phonétiquement sans en comprendre le sens. Donc, ça nous insère un peu dans un monde où on s'est vraiment attaché, on se sent vraiment peut-être près de chez nous, mais il y a cette distance en mal-compréhension peut-être qui existe encore. Alors, je suis un peu curieuse, comment ces sentiments de ne pas savoir et cette adaptation dans soit votre vie personnelle ont vraiment influencé un peu comment vous avez choisi de présenter Tarek, particulièrement dans son transition ou dans sa transition vers l'âge adulte et encore en naviguant l'exil dans le livre. Alors il y a beaucoup d'éléments dans cette question, puis je la trouve hyper intéressante. Il y a vraiment pas mal de choses. Il y a notamment toute la question du rapport avec l'Égypte. Moi, c'est vrai, donc l'histoire est une fiction, hein, c'est une histoire familiale, mais c'est pas l'histoire de ma famille. Mais pour autant, c'est pas complètement innocent si je la situe en Égypte. Moi, mes 2 parents sont nés en Égypte. Ma mère est d'Alexandrie, mon père du Caire. Ils se sont rencontrés à Montréal où je suis né, mais j'ai toujours eu l'Égypte comme quelque chose d'un peu lointain dans le paysage pour moi et j'y suis allé peut-être une quinzaine de fois. Heu et donc effectivement, c'est un mélange de choses très familières, puis d'extranéité aussi parce que c'est un pays que je connais bien pour y être allé à plusieurs reprises et en même temps, j'en parle pas la langue, j'en ai pas forcément tous les repères culturels et et ça, je l'ai compris un peu plus tard dans ma vie. L'Égypte que je connais, c'est une Égypte très spécifique. C'est l'Égypte d'une communauté, qui est une communauté levantine, donc c'est des gens qui venaient de Syrie, du Liban, qui étaient très francophiles, qui parlaient d'ailleurs souvent français avant même de parler arabe, qui étaient plutôt chrétiens, qui étaient assez occidentaux dans l'âme et cette Égypte-là, dont je sais qu'elle n'est pas forcément représentative de tout le pays, mais cette Égypte-là dans laquelle j'ai grandi, j'ai eu envie de la raconter et plus encore, j'ai eu envie de raconter une Égypte légèrement différente que j'ai pas vraiment connue, qui est celle de mes parents. Une époque où cette communauté était beaucoup plus implantée en Égypte, parce que cette communauté levantine-là était dans le secteur du coton, dans les douanes, dans les journaux, dans les médias, dans tout ce qui était artistique et cetera et qu'à une époque, ils sont partis de façon assez massive, notamment à l'époque des où il y avait une vague de nationalisation, sous Nasser. Beaucoup sont venus au Québec d'ailleurs, hem et voilà, j'ai eu envie de recréer un peu cette Égypte-là. Donc mélange de sentiments familiers et d'extranéité parce qu'encore une fois, ne parlant pas la langue, il y a toujours une petite barrière avec le reste de la population. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un de ma famille pour m'aider à faire le lien et c'est ce que j'ai eu envie de créer. Et puis sur l'enfance, oui, effectivement, moi j'avais envie de raconter un peu ce regard de l'enfance. Moi, je suis toujours surpris par les adultes qui ont toujours une réponse à toutes les questions. Dès qu'un enfant pose une question, un adulte a la réponse. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a une lune après le soleil? Pourquoi est-ce que ci? Pourquoi est-ce que ça? Et quand on est petit, on se dit: «Mais c'est incroyable, les adultes, ils savent tout». Et quand on vieillit et qu'on accompagne des amis qui ont des enfants et qu'on les voit faire ces réponses, on se dit: «Mmh, c'est peut-être un peu c'est pas tout à fait ça comme réponse. On sent que c'est une manière d'esquiver un peu la question puis de pas y répondre. Mais voilà, je crois qu'il y a cette espèce de regard de l'enfant qui apprend tout à travers le regard d'autres personnes et puis qui un jour se forge le sien. Merci beaucoup. Et c'est intéressant. Il y avait peut-être des petits thèmes aussi qui me faisaient penser peut-être de moi et mon enfance en lisant même Le Petit Prince, comme cette idée des trucs cachés, de devoir utiliser son imagination aussi. Et j'adore que Michel, notre hôte, rigole un peu avec mes questions souvent tellement lourdes et dans ses intentions. Donc, j'apprécie ça aussi. On se connaît trop bien là.
Mais je suis curieuse aussi, Fanny, de parler un peu du côté de ce même thème. C'est pas seulement Tarek qui a vraiment dû aborder le passage à l'âge adulte un peu ou ces changements de perspective. Alors, vos personnages gèrent-ils ces moments de transition et des expériences de maturation? Mais comment ça leur impacte un peu les relations avec les autres dans leur vie et puis eux-mêmes aussi pendant qu'ils s'explorent eux-mêmes en Mhm. leur développement? Mais je trouve ça super intéressant ce qu'Éric disait. Moi, je me reconnais aussi énormément dans cette idée de l'enfance comme étant une sorte de longue attente vers la connaissance, puis dans mon cas aussi vers un certain apaisement. Moi, je pensais que quand j'allais être grande, j'allais arrêter de m'inquiéter puis d'avoir peur parce que je serais une adulte et donc les adultes arrêtent d'avoir peur. Or, c'est une arnaque. On n'arrête pas d'avoir peur. Au contraire, puis là, quand on devient parent, c'est pire encore. Puis je me reconnais d'ailleurs énormément dans cette idée du, de la fausse assurance des parents. Quand on se retrouve de l'autre côté, on sait très bien qu'on ne sait pas du tout ce qu'on fait, puis qu'on on improvise toute notre vie. Euh, mais je pense que ce qui peut être intéressant dans ce thème-là par rapport à faire les sucres, c'est pour le personnage de Marion, j'ai l'impression, quand on la rencontre dans le livre, on comprend que la première phrase qui concerne Marion dans le livre, c'est Marion n'a pas toujours voulu être dentiste. Puis on explique comment elle est devenue dentiste, puis c'est essentiellement parce que les adultes dans sa vie lui ont dit, mais ce serait super si tu étais dentiste, tu pourrais travailler avec ton père. Et elle a vu l'émotion dans le visage de son père, la fierté anticipée de pouvoir faire ça avec sa fille. Et Marion, qui avait jamais vraiment réfléchi à ce qu'elle voulait devenir, des vagues idées d'aimer les animaux, de rêver d'être vétérinaire comme beaucoup d'enfants, s'est dit, bah, dans le fond, pourquoi pas? Et la phrase qui résume le mieux ce personnage-là au début du livre, c'est Marion n'aimait rien comme elle aimait qu'on l'aime. Donc, c'est un personnage qui cherche l'approbation constamment et c'est cet accident-là qui va briser un peu la trajectoire de Marion. En fait, pour les trois personnages qu'on suit le plus, disons dans l'histoire, il y a beaucoup de personnages dans l'histoire, mais pour ceux qu'on suit, cette espèce d'accident-là de surf qui est, somme toute, assez banal, va créer une sorte de fissure dans leur parcours. Et pour Marion, ça va être le moment, justement, c'est la transition euh, face à laquelle elle va décider de bifurquer, c'est celle-là. Parce que jusque-là, jusqu'à presque 40 ans, c'est une adulte qui ne désire rien autant qu'elle désire plaire aux autres et correspondre à l'image et jouer le rôle qu'on attend d'elle. Et là, la faille va s'installer, puis elle va explorer en fait d'autres façons d'être elle-même qui ne seront pas forcément des façons super recommandables ou morales, en fait. Ce ne seront pas des façons morales d'être elle-même. Je pense que le personnage de Marion occupe particulièrement cette fonction-là dans le livre, cette fonction-là de confronter nos désirs à une sorte d'éthique ou à un code de conduite. Ouais. Oui, c'est clair. Il y avait beaucoup de Marion que je trouvais vraiment intéressant et je veux peut-être faire un retour à un thème même de ton extrait, cette guérison tranquille qu'il faut aborder aussi en tant qu'adulte parce qu'on n'est même pas conscient en tant que petit qu'est-ce qu'il va avoir en tant qu'adulte à guérir ou à adresser Mhm. quand on arrive. Et puis là, si on ne se rend pas non plus conscient de comment on doit nous présenter ou qui on est en tant Mhm. que personne, ça le rend même plus difficile. Puis on fait le retour ou le recul pour l'adresser premièrement, pour faire cette guérison. Je trouvais intéressant le personnage de Marion. Premièrement, par son peur de sa belle-fille, je pense, c'est au début, là. Mais elle a dit, comme tu as parlé, ce débutage un peu à se sortir un peu de son isolement. Elle
la citation, c'était l'aisance de ces gens entre eux à penser Marion me fait profondément envie. Alors, et c'est quoi vraiment qui nous donne cette aisance que manquait Marion peut-être? C'est une aisance qui est tout à fait fabriquée, à mon sens. Je pense, si je me trompe pas, que cette phrase-là arrive au moment où elle raconte quand elle est dans des fêtes ou des situations médiatiques avec son mari, qui est un chef connu, qui a des émissions de télé et qui navigue beaucoup dans un milieu hyper médiatisé avec des célébrités, etc., des joueurs de hockey, et qui quand elle se fait présenter à eux, réagissent toujours comme si c'était la première fois qu'ils la rencontraient parce que à leurs yeux, elle a aucune importance parce que c'est une kidam, c'est une madame en fait. Elle a l'impression que dans leurs yeux, elle est une sorte de madame anonyme. Euh, mais l'aisance dont elle parle ou l'aisance que Marion perçoit chez les autres me semble à moi comme observatrice du monde qui m'entoure tout à fait fabriqué pour la plupart des gens. Je pense que les gens, et c'est ce qu'on voit du côté d'Adam, en fait, c'est que Adam qui agit de manière euh, en apparence tout à fait décontracté, très confiant, à la limite arrogant. À l'intérieur, en fait, Adam, il est en train de se décomposer. Il n'a aucune confiance en lui, il n'a aucune confiance en ses capacités parentales. Quand il repense à son enfance, il est dans une perpétuelle insécurité, la peur de déplaire à sa mère, disons, la tristesse de devoir porter les déceptions de son père. Donc, c'est un personnage dont l'assurance est fausse, en fait. Donc, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de mettre en lumière ce qu'on ne dit pas. C'est d'essayer de montrer ce qui se cache derrière les apparences, puis les apparences ordinaires. Tu sais, souvent, c'est pas des choses exceptionnelles que mes personnages vivent. C'est une dissection du quotidien, mais parce que moi, j'ai l'impression qu'on vit des épopées intérieures, même quand il ne se passe pas grand-chose dans notre vie. Quand on parlait de l'enfance tout à l'heure, euh, ce moment où il ne se passe rien, mais dont on n'oublie rien. Mais je pense qu'on n'oublie rien parce qu'on ressent ces choses-là de manière tellement aiguë. On ressent ses premières déceptions, ses premiers rejets, de manière tellement, tellement aiguë que ça nous habite toute notre vie. Donc, moi, je pense que je suis toujours un peu à la recherche de cette espèce de torrent intérieur en opposition, en juxtaposition avec le côté extrêmement ordinaire de la vie. Oui, ça se donne pas, et on va faire le petit retour, le privilège ne donne pas cette aisance non plus. Ça n'annule pas tout ce qu'on a vécu, soit dans notre adolescence, notre jeunesse et quoi que ce soit. Donc, c'est intéressant. Mais Eric, je suis curieuse, ce thème d'aisance un peu, et on a parlé un peu des attentes de nos parents. Tarek a suivi les pas de son père en devenant médecin. Et puis, on se voit aussi comment il essayait vraiment de se débrouiller, de se rendre au niveau de son père en sachant au même moment que c'était presque impossible à cause du fait qu'il a passé des décennies en vraiment travaillant avec la communauté, en savoir, mais il faisait tout ce qu'il pouvait pour atteindre ce niveau de compétence, disons. Alors, comment, avec Tarek, avec vos personnages, trouvez-vous que vous avez peut-être abordé ce même thème de trouver peut-être ou de chercher un aisance? Je crois qu'il y a une question, mais ça rejoint un peu ce que dit Fanny. Il y a une question de ce que la société attend de nous aussi. Puis Tarek, c'est quelqu'un qui s'est pas posé beaucoup de questions dans sa vie. C'est quelqu'un qui a f qui a fait le même métier que son père parce que c'était, un peu le chemin dans lequel on l'a mis. C'est quelqu'un qui devait occuper la même place dans la communauté que ses parents. C'est quelqu'un qui allait faire un mariage, avec, avec son amour de jeunesse. Il avait une vie un peu toute tracée pour lui et cette vie à un moment va dérailler. Et je crois que c'est quelqu'un qui a vécu longtemps en se disant que, finalement, en ne prenant aucune décision, sa vie pourrait s'écrire toute seule.
en fait. Parce que c'est relativement facile quand on est comme ça dans un moule et qu'on ne vous a jamais laissé vous poser des questions, puis peut-être que vous n'avez pas non plus la posture d'esprit qui vous incite à vous en poser. Et ben, c'est facile de se laisser guider et de se dire: «OK, c'est depuis l'enfance comme ça on dérive sur un truc qui a été écrit pour nous et puis qui en plus apparaît assez confortable». Hem et un jour, ces apparences-là vont plus lui convenir. Un jour, il va faire une rencontre qui va lui montrer que finalement ce qu'il ressent, ce qu'il a au fond de lui est très différent, pour ne pas dire incompatible avec les attentes que sa famille, que la société de façon générale, que la communauté dans laquelle il vit, ont pour lui. Et et c'est dans cette espèce de dilemme-là qu'il va devoir se débattre et trouver la voie qui lui ressemble le plus. Je suis curieuse, sur ce coin-là, Eric, comment votre choix en avoir un narrateur omniprésent peut-être a appuyé Tarek en ou même le lecteur, on pourrait dire, à y comprendre ces émotions-là, parce que ça nous ressort un peu de pas nécessairement du personnel, et c'est sa voix, son dialogue à lui-même, mais ce choix d'omniprésence, comment est-ce que ça s'influence, Oui, comment on comprend ces émotions-là. Yeah. c'est vrai que la question de la narration est un peu particulière dans ce roman parce que c'est une narration à la deuxième personne. Donc, Ouais. d'habitude, on est soit sur une narration à la première personne, j'ai fait ça, j'ai ressenti ça, je me suis levé, et cetera. Soit une narration à la troisième personne, il est entré, il a sonné à la porte, bon. Et là, on est sur une narration un peu différente. On est sur un «tu». Donc, tu t'es levé, tu as mangé une pomme, tu as pensé que, et cetera. Et c'est pas un «tu» comme dans les romans du 19e siècle, «Ô toi lecteur, garde-toi de juger mes personnages», voilà un truc très, non, non, c'est un «tu» d'un personnage vers un autre. Donc c'est quelque chose qui est un peu déstabilisant au début de la lecture, en tout cas qui peut l'être et c'est quelque chose qui nous fait rentrer, comme tu le dis, dans la tête du personnage, mais en même temps pas complètement parce que ça reste quelqu'un qui est extérieur à Tarek. Donc alors une personne dont on connaîtra l'identité plus tard, mais ce narrateur ou cette narratrice va nous suivre pendant tout le roman et nous essayer de nous faire comprendre ce que voit Tarek. Alors, ce type de narration, ça a quand même certaines contraintes, c'est notamment le fait qu'on ne peut pas être complètement dans la tête de l'autre. Ce ne sont que des suppositions, on peut simplement essayer de savoir ce que ressentent les personnages, comment ils sont, quelle est leur disposition d'esprit à tel ou tel moment. Hem et ça oblige aussi à faire une écriture des sentiments un peu différente. C'est-à-dire que, par exemple, bah, il y a certains personnages, comme je veux pas trop rentrer dans leur tête, comme j'ai pas envie non plus d'avoir cette facilité-là, cette espèce de grosse ficelle de dire au Mhm. lecteur: «Regarde, elle est triste parce que son mari l'a quittée». Je suis obligé de trouver d'autres astuces pour le faire comprendre. Donc au lieu de la faire pleurer sur son lit en appelant une bonne copine et en disant: «Mon Dieu, ma vie est trop triste, mon mari m'a quitté», je vais juste faire marcher Mira dans un corridor et puis retourner une photo de son mariage parce qu'elle veut plus la voir et simplement décrire le geste de la main qui retourne la photo pour ne plus la voir et laisser au lecteur ou à la lectrice le soin de comprendre ce que ça signifie, ce retournement de photo. Alors évidemment, si j'écrivais l'intégralité du roman du point de vue de Mira, bah, ce serait plus facile. Je pourrais vous transmettre les émotions en disant à ce moment-là, elle est triste parce que je dois trouver d'autres manières de le faire avec cette narration à la deuxième personne. Est-ce qu'il y avait des choses que tu aurais aimé dire de la part de Tarek ou des autres personnages que ce style ne t'a pas permis d'inclure? Moi, j'ai pas eu de frustration d'écriture, mais c'est sûr que quand on connaît l'identité du narrateur ou de la narratrice, on se dit: «Bah, oui, forcément, il y a certaines choses qu'on peut pas raconter». Heu, Par exemple, on peut se dire: «Mais c'est drôle, on assiste au premier baiser, mais qu'est-ce qui se passe après? Pourquoi est-ce qu'il y a pas la scène d'amour?» Et puis bon, quand on connaît l'identité de la personne qui raconte l'histoire, on se dit: «Bah, oui, évidemment, il va pas y avoir la scène d'amour». Donc il y a des choses comme ça, il y a des choses que ça conditionne, des choses que, y compris moi, je ne voyais pas venir au moment où j'ai fait ce choix de narration et puis en l'écrivant, je me suis dit: «Eh oui, bien sûr, c'est c'est un peu compliqué, je ne peux pas tout dire». Mais mais ça fait partie du jeu. Moi, j'aime bien cette idée d'avoir un truc qui est un peu comme une enquête policière, en fait. On a envie de savoir c'est qui. Alors il y a des personnes
que ça surprend au début, qu'ils se disent: «Tiens, c'est quoi pourquoi est-ce qu'on me tutoie? Et en plus, on me tutoie, mais pour me raconter une histoire qui est pas la mienne. Donc qu'est-ce que c'est que ce truc?» Puis qu'ils finissent par oublier, qu'ils se disent: «Ah bah, c'est un parti pris littéraire, c'est la petite musique du livre, c'est voilà, c'est ce qu'a choisi l'auteur, c'est comme ça». Et puis qu'à un moment, ça leur revienne en pleine figure, qu'ils se disent: «Mais oui, bien sûr, s'il y a un tu, c'est qu'il y a un je, s'il y a un je, c'est que c'est quelqu'un. Alors, est-ce que c'est quelqu'un que je connais, quelqu'un que je vais découvrir?» Hem, voilà, ça fait partie du côté un peu enquête policière. Quelqu'un un jour sur internet a marqué dans une critique de ce livre, a dit: «Bah, on a l'impression que c'est un roman policier écrit en poésie». Et moi, j'adore cette idée. J'adore cette idée. Alors, objectivement, c'est ni un roman policier, ni un recueil de poèmes, mais j'adore l'idée qu'il y ait un peu de l'intention de ces 2 genres derrière mon écriture. Ouais, un peu de mystère, ça se guide. C'est vraiment, ouais, c'est une bonne manière de le décrire, le style, c'est intéressant. Fanny, il faut que je te pose une question vraiment similaire du style choisi pour votre œuvre, ton œuvre, simplement parce que je sens ou je ressens un peu ton expérience théâtrale, un peu comme ça a été écrit. C'était pour moi vraiment évident dans euh, cette première explosion d'Adam quand il, au téléphone avec Marion, paniquant Ouais. au sujet du début de la scène. On sait, je pense, tous, on connaît bien ce type d'explosion. On l'a vu même l'été passé avec Barbie et America Ferrera où on juste, c'est tout ce déchiffrage et on met tout sur scène, on a tous ces pensées. Et puis, c'est une grande respiration, on se cache tout et puis on continue. Right? C'est juste, Mhm. il faut en ce moment juste jeter le tout à la personne pour y commencer. Donc, comment ce choix, ce style de narration, ça vraiment nous a appuyé à comprendre soit ce déchiffrage et une même question comme Eric, s'il y avait des choses que tu avais dû cacher ou pas dire aux lectures en ces moments, dans ce choix. Euh, Ben, c'est vrai, tu as tout à fait raison que ça, c'est la contamination du théâtre qui vient toujours un petit peu s'infiltrer quand j'écris des livres. C'est vrai, même dans mes essais, dans les tranchées, il y a des chapitres qui sont écrits en dialogue totalement. Le dialogue est super important pour moi. Le langage parlé a toujours été important pour moi. C'est une musique que j'explore puis que j'apprécie puis qui est importante pour moi. Et là, je pense, là, tu évoques vraiment le rant, hein, comme on dit. Puis mes personnages ont toujours un moment, à un moment ou à un autre, un espèce de moment de trop-plein, de défoulement, le moment où les émotions vont plus vite que la pensée, en fait, où où on contrôle pas les mots qui sortent. On a aussi ce moment-là avec l'ex-femme d'Adam qui vient nous déverser sa colère aussi à un moment donné. Euh, Ces trop-pleins-là nous révèlent des choses sur les personnages, nous révèlent pour quelles raisons ils perdent le contrôle, quelles sont les choses qui les font craquer, qui les font se briser. Donc, c'est un choix, mais en même temps, c'est un instinct. Au cours de l'écriture, à un moment donné, on sent que le personnage a atteint une sorte de point de rupture. Euh, mais dans le cas de faire les sucres, j'ai choisi une narration à la troisième personne au passé, ce qui est une sorte de distanciation, en fait, hein, par rapport au récit qu'on est en train de raconter. Mais dans mon premier roman, Les Maisons, le personnage s'adressait à son... en fait, s'adressait à personne. C'était une narration au je, au présent. Donc, c'était très, très intérieur. C'était vraiment une sorte une sorte d'accompagnement constant. Puis je pense que chaque choix narratif nous mène à raconter une histoire différente. Et en même temps, je dirais, moi, je pense que mes narrateurs sont jamais tout à fait omniscients. Les narrations sont jamais tout à fait omniscientes à cause, même à la troisième personne, parce que moi, je pense que je m'amuse davantage quand mes personnages, quand je suis proche d'eux, puis que je suis toujours dans du point de vue de la personne
qui prend la parole, là. Même si c'est à la troisième personne, on est avec Adam. Dans l'autre chapitre, on est avec Marion. Le point de vue est toujours très clair. Puis à l'intérieur d'un point de vue, ben, on se trompe. Donc même, tu vois, moi j'ai l'impression, un vrai narrateur omniscient, c'est vrai, dirait à ce moment, par exemple, elle était triste parce que, ou tu donnais l'exemple, Éric, du personnage de Mira. Bon, elle était triste parce que telle chose, mais quand on se colle au personnage, que ce soit à la première ou à la troisième personne, les personnages ne savent pas toujours pourquoi ils sont tristes, en fait. Puis ça, c'est à la fois un privilège et un défi, parce que des fois, nous, on le sait plus qu'eux, comment ils se sentent. Et là, le piège, c'est de trop expliquer comment ils se sentent si alors qu'on est collé sur eux. Puis moi, je m'amuse plus quand je suis avec des personnages qui, justement, qui sont un peu largués sur leur propre situation, qui se mentent à eux-mêmes. Moi, j'adore le mensonge en narration. J'adore les narrateurs qui sont pas fiables, qui nous disent des choses, puis après, on se rend compte que c'est même pas vrai. Parce que c'est très humain, en fait, parce que c'est très humain d'agir comme ça. Puis j'aime accompagner le personnage dans la découverte de sa propre vérité. Puis j'ai l'impression que ta narration au-dessus de la part d'un autre personnage doit créer cette chose-là, cette espèce d'enquête très intérieure sur qui es-tu. Je le devine par le titre du livre, là, tu sais, que c'est quelqu'un qui cherche à savoir des choses sur quelqu'un d'autre, tu sais. Puis on doit l'accompagner dans ce point de vue-là. Tu sais, moi, je trouve ça très intéressant, en fait, quand les points de vue sont subjectifs. Oui, et puis c'est super intéressant parce que sur la non-fiabilité, c'est exactement ça. Dans les toutes dernières lignes du roman, on se rend compte que finalement, le narrateur ou la narratrice en savait sans doute pas autant que ce qu'il ou elle pensait. Moi, j'aime bien cette idée aussi, qu'on puisse jouer comme ça avec le lecteur et qu'on puisse, que ce qu'on lui sert n'est pas forcément la vérité et accessoirement qu'on n'a pas non plus toute la vérité sur Bien nos sûr. personnages. Moi, je Mhm. me souviens d'une soirée dans une librairie où, bon, donc il y avait des questions comme on en a aujourd'hui, puis à un moment, les questions-réponses du public et quelqu'un commence sa question en disant, «Ah mais quand même, le personnage de Tarek, moi je trouve que, bah, il a été un peu lâche de quitter sa famille comme ça et puis de partir vivre à Montréal». Et puis il y a quelqu'un d'autre qui se lève et qui dit, «Ah non, je suis pas d'accord, le personnage de Tarek, il était très courageux vis-à-vis de lui-même parce que». Et donc là, il y a une sorte de de truc dans la librairie qui se met en place. Ceux qui ont lu le livre, il y a ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, machin. Moi, je reste sur ma chaise comme ça, je les regarde et au bout de quelques minutes, il y a les gens qui se retournent pour savoir alors il était lâche ou Mhm. il était courageux et et la vérité, c'est que j'en sais rien. Bien sûr. Moi, j'ai pas forcément de jugements moraux sur mes personnages, je les regarde faire, je fais en sorte qu'ils soient vraisemblables, heu, mais je pense que c'est bien que l'auteur n'ait pas forcément toutes les questions et que le lecteur ou la lectrice puisse se faire sa propre opinion. Oui, puis moi, je pense qu'on n'arrive jamais à un personnage tout à fait tridimensionnel si on le juge trop, en fait. Nous, on est obligé de se mettre dans la position comme auteur. On leur doit ça à nos personnages. On leur doit d'être impitoyables, et aussi de les comprendre. Ça me fait penser un peu, Eric, je suis tout à fait d'accord que c'était intéressant parce que c'est deux personnes qui n'arrivaient pas même point avec Tarek. Peut-être à la base, il y avait une compréhension de faire la chose difficile. Ça nous donne, c'est courageux en fait. Alors, c'est vraiment cette décision de est-ce que le truc courageux, ça aurait été de rester ou bien de quitter. Mhm. Et bien, ça se dépend de combien on comprend de la personne ou du personnage. C'est pour eux, c'était quoi la chose le plus difficile ou bien euh, même pas juste nécessairement le plus courageux. Donc, c'est intéressant qu'il faut jouer sur peut-être ces compréhensions de base du lecteur. Oui, puis Euh, je pense qu'on a tous des moments d'une vie où, oui, parfois on fait preuve d'un très grand courage envers soi-même, mais en même temps d'une grande lâcheté envers les autres ou l'inverse. On essaye de plaire à tout le monde parce que ça leur fait plaisir, puis on sent que c'est ce qu'on attend de nous, mais c'est peut-être aussi une petite lâcheté par rapport à soi. Moi, j'aime bien ces ambiguïtés-là et je pense que la plus belle manière d'en parler, c'est de les décrire, mais c'est pas forcément de chercher à les trancher ou à dire, qui a raison, qui a tort, qui a bien agi ou pas. Donc voilà, je me garde toujours un petit recul par rapport à ces choses-là. Oui, puis ouais. aussi, ça révèle des choses sur les lecteurs eux-mêmes. Moi, c'est ça que Mais je trouve oui. extraordinaire. C'est Mhm. quand les lecteurs viennent nous parler
de leur lecture de notre livre, on en apprend beaucoup sur eux, sur leur vision du monde, sur leur vision de la morale. C'est ça, c'est vraiment super intéressant. Oui, Ah parce oui, que oui, c'est- l'interprétation, ça serait différent si quelqu'un, en lisant peut-être le parcours de Tarek, a dû expérimenter vraiment ces mêmes situations et comment est-ce qu'ils Mhm. vont l'aborder à ce temps-là et comment ça l'influence aussi leur, leurs opinions. Et j'adore bien que c'est vraiment pas le narrateur, la narratrice ou bien l'auteur qui doit se rendre juge des personnages, mais que c'est à nous de vraiment le voir en scène pour en prendre ces décisions. C'est intéressant. Je vous demande, on a une question dans le chat, c'est pour Eric. On va prendre cette question de bienvenue. Donc, merci. Question pour Eric sur le tout début du roman. La scène a l'air banale, mais plus tard, quand on remarque le parcours de Tarek, un retour mental à la première scène nous montre qu'en fait, il a été conditionné dès son jeune âge. C'était voulu de commencer le roman de cette manière? Alors, bah, c'est une très belle question parce que je crois qu'une grande partie du roman est sur ce sujet-là, sur le sujet du conditionnement. D'ailleurs, le premier chapitre se termine un peu comme le dernier chapitre du roman sur le fait qu'il faut peut-être se méfier parfois des questions simples. Là, il y a une question simple qui est posée à Tarek quand il est enfant. Il y a son père qui lui dit: «Alors quelle voiture tu voudrais plus tard?» Et en fait, il a aucune idée, il s'en fout de la voiture qu'il voudrait plus tard. Alors que sa sœur, elle a plein d'idées. Elle voudrait la rouge là-bas, la décapotable qu'elle voit. Mais en fait, le père, comme on est dans une société traditionnelle qui attend beaucoup des hommes, qui donne pas la parole aux femmes sur la sphère publique, il s'en fiche un peu de la réponse de la fille. Lui, ce qu'il a, c'est une sorte d'argumentaire à dérouler. Donc non, non, il insiste pour que son fils lui donne une réponse sur la voiture qu'il voudrait plus tard et quand le fils répond, il peut enfin dérouler son argumentaire. Il peut lui dire: «Bah, très bien, pour avoir cette voiture, il faut que tu fasses un bon métier». Alors comme dans le cas de Fanny, ça peut être dentiste, moi ce sera médecin. Et puis médecin, tu sais, et donc finalement, il a l'impression d'avoir fait un choix, puis d'avoir dit ce qui lui correspondait, mais en fait non, il a été conditionné dès son plus jeune âge. Hem, Après je crois qu'on a toujours le droit ou peut-être même le devoir envers soi-même de sortir de ce conditionnement. Alors on n'a pas forcément le recul de le faire quand on a l'âge de Tarek au début du roman, mais il y a un moment où on se doit de se poser ces questions-là. Est-ce que, les rails sur lesquels on a posé ma vie, est-ce qu'ils étaient vraiment faits pour moi? Est-ce que ça me correspond? Et de façon plus large, est-ce que est-ce que l'enfant que j'étais serait fier de l'adulte que je suis devenu? Ça, c'est une question qui me ouais, c'est une question qui me je vais pas dire qui me tourmente, mais c'est une question qui me revient souvent. Si j'avais dit à si l'enfant que j'étais voyait là le moment qu'on est en train de vivre et se dirait: «Ah bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait une visio pour parler d'un roman qu'il a écrit». Est-ce qu'il serait terrifié en se disant: «Mon Dieu, il est écrivain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour qu'il en arrive là?» Est-ce qu'il serait amusé de ça? Est-ce qu'il serait rassuré? Il se dirait: «Bah, tiens, c'est vrai, il a toujours bien aimé les mots, c'est chouette». Je crois que c'est une question importante, hem et je crois que c'est une question qui n'a pas de réponse définitive. Je crois qu'il faut se la poser chaque quelque temps et essayer de se demander si, on est vraiment dans quelque chose qui nous correspond ou comme dans le personnage de Tarek, dans une forme de conditionnement qu'on n'a fait que suivre sans jamais le questionner. Comme suivi, Eric, il faut que moi je pose la question parce que pour moi, ce qui est intéressant, on parle beaucoup de notre jeunesse en tant qu'enfant. Pour moi, j'ai qu'une sœur. Ma sœur a vécu toute cette adolescence, toutes ces petites bêtises, des difficultés, la drame, les bons moments, le tout. Mais elle n'a pas non plus la capacité de s'insérer non plus dans mon cerveau, dans mon âme, de bien comprendre comment moi je l'ai vécu non plus. Donc, je suis un peu curieuse de comment vous avez choisi de présenter Nesrine dans le roman La Sœur, bien cette relation familiale autrement et comment ça s'adapte aussi à aider peut-être le personnage de se comprendre un peu avec cette personne externe, mais qui nous comprend tellement bien parce qu'ils sont là avec nous dans ces moments.
Parce que c'est évident, elle était là avec le père quand il a posé cette question. Elle a eu complètement une différente expérience parce que ces pressions n'étaient pas mises sur elle. Donc, comment ça, en ces moments, est-ce que ces personnes à côté de nous aident ou nous empêchent? Nesrine, c'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup de tendresse parce que c'est la petite sœur. Hem et on voit bien, mais dès la première scène que j'ai décrite, on voit bien qu'elle est beaucoup plus dégourdie que tous les hommes qui l'entourent, qu'elle a beaucoup plus d'idées, qu'elle a des choses à dire et que personne ne les écoute. Et c'est aussi d'une certaine manière le reflet d'une société un peu traditionnelle. Moi je voulais raconter ça, je voulais raconter comment dans une société traditionnelle, on peut parfois détruire des hommes par le poids des responsabilités qu'on met sur leurs épaules parce que ce sont des hommes, mais comment du même mouvement, on peut aussi détruire les vies de certaines femmes par le poids des responsabilités qu'on leur refuse au prétexte qu'elles sont des femmes. Et je pense que dans un monde où les 2 auraient pu s'exprimer de façon égale, probablement Tarek aurait pris une place beaucoup plus feutrée, beaucoup moins publique, qui correspondait plus à son caractère et sans doute Nesrine aurait pris une plus grande place, hem, y compris publiquement. Et et ça, ce que ça amène parfois, c'est, des femmes qui peuvent se réapproprier cette place-là dans la sphère publique. Moi, quand je parle de ma famille, je dis souvent qu'elle est un peu comme la famille royale britannique, qui fait des très, très grandes reines et des tout petits rois, et je suis clairement dans la catégorie des tout petits rois. Mais oui, je pense que les personnes les plus intéressantes dans ma famille et accessoirement dans mon roman, ce sont souvent les femmes qui ont cette force de caractère-là, qui voient au-delà et puis qui ont recréé leur zone de pouvoir un peu à l'interne puisqu'on la leur refusait, parfois à l'extérieur. Hem, donc je crois que j'avais envie de raconter ça. Puis l'autre chose, c'est que dans le personnage de Nesrine, en fait, le personnage de Nesrine, il est très proche du personnage de Mira. Les 2 sont des femmes qui sont très en avance sur leur époque, qui font des choses qu'on ne faisait pas en Égypte à cette époque-là, qui sont 2 femmes très pétillantes, en tout cas au début du livre, et qui vont vivre le même drame. Et j'avais envie de raconter comment face au même drame, chacune va réagir de façon différente. Comment Nesrine va faire le choix de finir par se marier parce que c'était un peu ce qu'on attendait d'elle et puis c'était aussi la seule manière de s'enfuir de ce huis clos qui était devenu complètement oppressant dans cette famille. Et comment Mira allait faire le choix inverse de rester dans cette espèce d'ambiance, voilà, un peu étouffante et finir par flétrir un peu. Tu es en mute, Kelsey. Ah, je voulais tellement éviter que quelqu'un me dise ça pendant la Mais tu session vois, tu aujourd'hui. tu parlais de la pandémie au début, je pense que c'est la phrase qu'on a le plus Ah, entendue pendant la pandémie. exact, c'est ça, je l'ai amené sur moi-même. On a une autre question pour Fanny dans le chat. Intéressant quand tu dis que comme auteur, il faut s'abstenir de porter un jugement sur les personnages. Adam, par exemple, on peut le trouver pathétique au début, mais on éprouve également un brin de sympathie pour lui et sa souffrance intérieure. Mais le roman explore aussi la question du privilège de manière intéressante, surtout avec le contraste entre Adam, qui se distingue, mais qui a des moyens à sa portée pour évoluer, et Célia, qui n'en a pas les moyens, à moins de compromettre avec le chum de sa mère. Je crois comprendre que le thème des privilèges est assez central à ton œuvre en général. Quelle réflexion sur le privilège voulais-tu faire dans le roman? C'est un bon point de Merci. déclencheur parce que c'est là mes prochaines questions vont m'être. Donc, Ben oui, c'est parfait. Euh, oui, c'est vrai que merci pour la question, mais c'est vrai que je me rends compte que ça prend différentes formes, c'est-à-dire que j'ai pas toujours nommé ça le privilège. Cette question-là, je pense qu'avant, je nommais cette thématique-là, la thématique de l'éthique humaine ou des dilemmes moraux. Euh, Ça m'a toujours intéressé, cette friction-là. Je veux dire, j'étais dans ces thèmes-là avec ma pièce de 2012, Bienveillance, qui était vraiment une pièce qui posait la question euh, de que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on fait quand on est confronté à l'impossibilité de réaliser nos désirs sans que ce soit au détriment
de la liberté, du bien-être, de la sécurité des autres. Je trouve que c'est une question importante de notre époque, cette question-là, parce que je pense que tout nous encourage, tout nous exhorte à réaliser nos rêves, à donner forme à nos désirs, à consommer, à voyager, à vivre pleinement tous les potentiels qui peuvent sommeiller en nous. Hein, c'est ce qu'on nous instruit à faire de toutes sortes de manières, économiquement, médiatiquement, politiquement, même souvent. Mais on parle assez peu de ce que ces désirs-là et leur réalisation, ce que tout ça a comme impact sur les autres, sur le monde, sur la nature et sur les êtres humains qui rendent ces privilèges-là possibles, en fait, ce confort-là ou ce bien-être-là possible. En même temps, tout ça étant dit, c'est toujours difficile. Je trouve que c'est difficile des fois de faire de l'art avec un message extrêmement politique ou extrêmement engagé. C'est pas impossible, mais c'est difficile. Parce que souvent, on va avoir peut-être le sentiment comme lecteur qu'on nous fait la leçon, qu'on essaie de nous éduquer, qu'on nous juge aussi, que l'auteur se met au-dessus de la mêlée. Puis ça, c'est toutes des choses qui ne m'intéressent pas. Premièrement, je ne me sens pas au-dessus de la mêlée. Je me sens tout à fait immergée dans l'époque dans laquelle on est. Euh, je suis pétrie de doutes, de regrets, de contradictions, de culpabilité, comme n'importe qui d'autre. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de décrire avec le plus d'acuité ce dilemme-là, cette friction-là euh, entre nos désirs et nos devoirs, ou entre nos désirs et notre éthique, notre code de conduite, là, comme on disait au début. Donc, dans ce cas-ci, dans le cas de... C'est une longue réponse, désolée pour dire, parce que là, la question était vraiment sur faire les sucres, mais je, je pense que dans Faire les sucres, je voulais vraiment aller au cœur de l'impact qu'on peut avoir sur l'autre. Donc, vraiment, Célia nous explique pas, mais nous fait voir, nous montre à voir que ce banal accident de surf n'a aucun impact physique sur Adam. Il s'en sort très bien, il n'est pas blessé, il est juste tout à fait affecté par l'idée de sa propre mortalité parce qu'il a l'impression d'avoir frôlé la mort. Or, il n'a pas vraiment frôlé la mort, il a avalé une tasse d'eau là, sur la plage. Mais pour Célia, c'est la démolition de son genou. C'est une fille de 19 ans, elle est jeune, elle a la possibilité de guérir, mais elle vit aux États-Unis où c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à des soins de santé si on n'a pas les assurances adéquates, qui voit, et Célia est une jeune femme très, très lucide aussi sur la situation de sa mère, qui essaie de maintenir à flot la business familiale, qui est déjà en difficulté. Elle voit qu'elle va peut-être être obligée de profiter des privilèges du chum de sa mère, justement comme on le nomme dans la question, qui lui est un homme en moyen, et ça provoque énormément de colère chez elle. Cette espèce de constat très lucide que pour les gens comme elle, c'est pas un... Cette possibilité d'oublier ça, d'oublier l'accident, de se focusser sur soi-même, de prendre du temps pour se reconstruire psychologiquement n'est pas à sa portée. Et il y a énormément de colère chez elle. Puis pour moi, ce personnage-là était une sorte de voix de la lucidité d'espèce de grondement souterrain. Voilà. C'est ce que je voulais exprimer. Je voulais exprimer le grondement souterrain euh, qui est inévitable quand quelqu'un d'autre profite sur le dos du reste de la population de ses privilèges. Donc, c'est pas très clair comme réponse. Je suis vraiment désolée. Non, mais non, ça va. C'est intéressant pour moi d'avoir ta perspective après avoir le lu, mais je me posais la question, est-ce que, même si c'est tellement important de voir la perspective de Célia dans le roman, est-ce que c'était nécessaire même pour Adam que cette expérience lui arrive? Ou bien est-ce qu'il cherchait quelque chose qui lui donnait cette sensibilité de se devoir regarder différemment, Mhm.
de changer sa perspective, parce que quand tout va tellement bien dans la vie, est-ce qu'on cherche toujours cette quelque chose qui peut nous donner un peu de conflit pour qu'on puisse la surmonter? Eh bien, on se sent tellement mieux à la fin de la journée. Donc, je me demande cette question de privilège de même, c'est pas juste qu'il s'est sorti sans se blesser et que c'est quelqu'un d'autre qui a dû subir cette expérience, mais cette question me revenait souvent, est-ce que c'était pour Adam quelque chose nécessaire ou est-ce qu'on on aurait pu peut-être la remplacer avec quelque chose d'autre même et ça aurait eu le même... Ben, c'est une bonne question parce que Adam, en fait, se décrit au départ comme quelqu'un qui voguait vraiment dans la vie avec un apparent bonheur, facilité pour la joie, vraiment une disposition heureuse. Hum, Est-ce est-ce qu'il suffisait de presque rien pour qu'il se fissure? Je sais pas. Je sais pas. Je pense, je pense que c'est une grande injustice qu'il y a des gens qui réussissent à éviter de se poser des questions, qui réussissent à éviter de remettre en cause leur comportement tout au long de leur vie. Donc, non, je suis pas sûre, en fait. Peut-être que si c'était pas arrivé cet accident-là, il aurait jamais fissuré Adam. C'est possible. C'est possible. Maintenant, Marion, je pense qu'elle était près du point d'ébullition et Oui, qu'elle, il suffisait de presque rien pour qu'elle tourne, pour qu'elle voie les failles dans son couple. Ouais. intéressant. Je vais faire le tour à Eric de parler peut-être du thème de privilège et comment c'est sorti un peu dans vos personnages. La question des privilèges, oui, donc il va y avoir une histoire d'amour entre 2 hommes et ils viennent de mondes qui sont complètement différents. Tarek est médecin, on en a parlé un petit peu. Il a une vie qui est quand même assez privilégiée. Il fréquente une communauté qui voilà, qui a une vie assez confortable dans l'Égypte de son époque, et il va rencontrer ce jeune homme qui fait un autre métier complètement, qui a pas du tout le même niveau, hem, de revenus, qui n'a pas un environnement familial très très large, hein. Il vit avec sa mère qui est malade, d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se rencontrent. C'est quand il le fait venir chez lui pour examiner sa mère qui a du mal à se déplacer. Hem Et je crois que j'avais envie de raconter ça. J'avais envie de raconter comment 2 personnes qui peuvent être distanciées, qui peuvent venir de milieux qui sont très, très différents, heu, peuvent tomber amoureux l'un de l'autre et peut-être même que c'est cet écart-là qui est à la base de l'amour qu'ils vont ressentir. Parce que parfois on est très attiré par ce qu'on ne connaît pas, on est très attiré par ce qui nous est différent et hem et je crois que Tarek, quand il rencontre Ali, hem il tombe au moins autant amoureux du jeune homme beau, brillant, plein de vie qu'il voit, que de la version de lui-même qu'il aurait pu être dans un autre contexte. Tu vois? Il se dit, «Oui, si j'avais pas eu les peut-être si je m'étais posé plus de questions», pour revenir à ce que disait Fanny, «si je n'avais pas eu ce conditionnement social-là, si j'avais eu aussi la force de caractère qui me permet de, est-ce que j'aurais pu être aussi vivant que ce garçon qui est face à moi?» Et je crois que j'avais envie de parler de cette sorte de paradoxe-là et puis l'attirance que la différence sociale peut faire naître. Dans ces derniers quelques minutes qu'on a, parce que déjà le temps ça coule, mais je suis curieuse de savoir, en vous réfléchissant, en vous penchant sur ces personnages, comment ils ont changé, pas changé pendant tout qu'ils ont vécu. Est-ce qu'il y avait des réflexions que vous deux, vous en avez pris ou ont dû peut-être s'asseoir vous-même, y penser, réfléchir sur vos propres vies que en créant ces œuvres, ça vous a apporté vous-même? Fanny peut-être? Euh, pour moi, tu sais, je crois que c'est très enchevêtré, le soi et le soi qui écrit. Euh, c'est la même personne, en fait. Donc, je dirais que c'est peut-être un peu l'inverse. C'est plutôt que euh, parce que je suis
préoccupé par toutes sortes de questions qui touchent à la famille, qui touchent aux liens d'intimité, à ce que ça veut dire vivre avec les autres, la difficulté de communiquer qui on est qu'on est vraiment connu de quelqu'un, est-ce qu'on se connaît soi-même? Toutes ces questions-là sont super présentes dans ma tête d'être humain, dans ma tête de mère, et ça nourrit les personnages. Euh, Après, c'est sûr que les personnages font des choses que nous, on ferait pas. Ça arrive souvent, tu sais, que on leur fait faire des trucs que nous, on est comme, ah, moi, je sais pas, j'aurais pas le courage de faire ça, j'aurais pas peu importe. Et face à eux, on peut effectivement se questionner sur l'influence qu'ils peuvent peut-être avoir sur nous. Mais jusqu'à maintenant, je dirais que c'est plutôt les préoccupations intimes qui nourrissent la vie des personnages plutôt que l'inverse. Oui, pour ajouter un peu sur ce que tu dis, je crois que c'est vraiment ça qui est intéressant dans un personnage, c'est le petit combat intérieur, le machin qui te tord l'estomac le matin quand tu te lèves. Et évidemment, il peut pas être le même sur tous les personnages. Ça n'aurait aucun sens d'avoir des Mhm. personnages qui nous ressemblent tous, qui agissent comme nous. Déjà, ce serait terriblement chiant à écrire, je pense. Oui. Et puis, et puis ça n'aurait pas de sens que tous les personnages réagissent de la même manière, et encore moins que celle de l'auteur. Donc je crois que c'est ça la richesse aussi. Après, parfois, on peut se laisser surprendre par un personnage. C'est-à-dire que parfois, on a un personnage qui a moi, j'en avais un, par exemple, le personnage de la domestique. Pathaya, bah, c'est une femme que personne n'a jamais vraiment écoutée parce que donc c'est la domestique. Puis je parle de domestique parce que c'était une époque où les gens vivaient vraiment à domesticité chez les autres. C'est-à-dire qu'ils étaient là tous les matins, tous les jours de la semaine. Ils partaient en vacances avec la famille parce qu'il fallait faire le lit, il fallait faire les repas, et cetera. Et donc c'est quelqu'un qui fait partie de la famille. Objectivement, elle est tout le temps là. Elle entend toutes les conversations, on fait même plus attention à elle, et cetera. Le matin, on lui demande comment elle va, mais personne n'écoute vraiment la réponse parce qu'on s'en Mm. fout un peu. Et elle a des choses à dire, elle a des choses à dire au monde, heu, mais personne ne l'écoute. Et moi, ce personnage, plus je l'écrivais, plus je l'aimais, et à chaque fois que je savais que j'allais la retrouver dans un chapitre, et ben, j'abordais le chapitre avec, je sais pas, avec beaucoup de gourmandise. J'avais Mm. hâte de l'écrire, je rajoutais des dialogues parce qu'elle me touchait. Hem, donc parfois des personnages sont là parce qu'ils ont une fonction, purement, transactionnelle. Ils ont des informations, ils doivent les transmettre. Hem Mais c'est important qu'ils ne soient pas que là pour faire avancer le récit. C'est im je pense en tout cas que c'est important qu'ils aient leur vérité propre, et qu'on puisse avoir envie de s'attacher à eux, ou au moins de comprendre leur combat, quand on lit l'histoire. Parfois, ils nous emmènent plus loin que ce qu'on avait imaginé pour eux, et c'est très chouette quand ça arrive, en fait. Mhm. Est-ce que c'est difficile de dire au revoir à ces personnages ou bien est-ce qu'ils sont toujours là avec vous? Et je dois reculer rapidement juste pour dire que la dernière question, c'est plus facile à vous demander avec vos romans que peut-être à quelqu'un comme Stephen King, où on veut vraiment pas ressentir peut-être des leçons, des quoi que ce soit, mais bon, ça nous permet de vous connaître un peu dans vos parcours personnels, peut-être comme vous les inspirez. Mais oui, la question, est-ce que c'est difficile de laisser ces personnages sur papier et puis de leur parler en ces moments-ci tellement réels comme ils le soient pour vous autres, comme vous les imaginez et pour nous en tant que lecteurs? Je crois pas que c'était difficile de les laisser. Ce qui importait vraiment pour moi, c'est qu'ils aient à dire tout ce qu'ils avaient à dire. C'est qu'il y ait pas de personnage qui soit là et on ne comprend pas pourquoi cette personne a agi de cette manière ou de telle autre. Ça m'aurait gêné. Je veux pas qu'il y ait un personnage qui agisse simplement pour m'aider à faire avancer le récit. Je veux qu'on les comprenne, et même dans un monde idéal, espèce de fantasme de l'auteur comme ça, si le lecteur ou la lectrice connaît tellement bien les personnages et a tellement bien compris leur combat intérieur, qu'au moment où il se passe quelque chose dans leur vie, il ou elle sait exactement comment le personnage va réagir, ce serait merveilleux. Mm. Hem, Parce que ce serait vraiment des personnages qui sont extrêmement forts, et donc voilà, moi, à partir du moment où j'avais le sentiment que mes personnages avaient dit ce qu'ils avaient à dire, qu'on pouvait les comprendre à travers leurs actes,
Après, on peut les juger comme on veut si on a envie de les juger. Moi, c'est pas tellement ma disposition d'esprit, mais si un lecteur ou une lectrice veut les juger, il peut le faire. Ça allait, ça allait. Je voulais juste pas qu'il y ait des choses en suspens sur pourquoi est-ce que les personnages agissent de telle manière et est-ce qu'ils ont vraiment dit tout ce qu'ils avaient à dire ou est-ce qu'il y en a encore beaucoup trop qu'on ne sait pas d'eux? Mhm. Stéphanie? Ben, pour moi, je suis d'accord avec Eric, surtout dans le roman, on choisit ce qu'on décide de révéler d'eux aussi, hein. Donc, c'est nous qui contrôlons, on est quand même les marionnettistes de tout ça. Donc, moi, j'aime aussi qu'il y ait des parts de nos personnages qui restent cachés, surtout leur avenir, en fait. Moi, j'adore qu'on sache pas ce qui va leur arriver plus tard. Je peux rêver à ce qui va leur arriver. Puis ça arrive, hein, des fois, on a envie, 10 ans plus tard, de continuer l'histoire d'un personnage. Mais comme auteur de théâtre, par contre, ça m'est arrivé d'être triste de quitter des personnages, surtout parce que je quittais leurs interprètes. Puis ça, c'est la grande différence, évidemment, c'est que nos personnages s'incarnent dans des corps réels, des acteurs, des actrices. Puis quand on a l'impression qu'il y a une vraie rencontre qui s'est passée entre notre manière d'écrire puis leur manière d'interpréter, ben, des fois, là, ce personnage-là, on est un peu triste de plus le voir parce que c'est vraiment des êtres humains en chair et en os qui sont devant nous. Donc, ça peut arriver. Des fois, on voudrait juste retourner dans le passé pour une soirée pour revoir ces personnages-là. Mais ces Alors, interprètes aussi, j'entends souvent qu'ils sont tristes de lâcher des personnages qui ont le privilège de jouer aussi. Donc, ça, ouais. me- ça- quand tu parlais, je repensais à une lettre que j'avais reçue un jour, une lettre écrite d'une adolescente qui devait avoir 15 ans, je pense, euh, qui m'écrit toute une lettre sur le roman et à la toute fin, elle me dit, en parlant de deux personnages, je me demandais est-ce qu'ils sont encore en contact aujourd'hui Ah, et j'ai trouvé ça génial parce que, mais fantastique. oui, mais oui, parce que ça a été mes amis imaginaires pendant des années et des années et puis d'un coup, c'était plus que des amis imaginaires, c'était comme des sortes d'amis communs Hmm. dont une lectrice de 15 ans se préoccupait, autant que moi et j'ai Hmm. trouvé ça très touchant. Wow. Oui, j'ai eu la même conversation, ben, pas la même conversation, mais une conversation similaire avec une amie qui avait lu mon plus récent roman pour adolescents, puis qui disait, oh, je me suis inquiétée Mmh. pour le petit Arthur, là. Je me suis inquiétée, est-ce qu'il est correct? Est-ce qu'il est correct maintenant? Ah. J'ai dit, il va mieux maintenant. Je l'ai rassuré. Un concours sincère dans un monde et ça se passe tellement vite dans la lecture. C'est comme on fait un binge d'une série sur Netflix et puis là, ces personnages pleinement développés, c'est fini et on n'a pas la chance de vraiment y retourner. Donc, Mhm. ça rend aussi difficile peut-être pour nous, les lecteurs. Juste pour terminer, pour cette question d'interprétation, vous avez tous les deux une traduction en anglais de vos livres. Je veux vous poser la question de comment c'est allé en travaillant avec vos traducteurs, traductrices, pour assurer que les éléments soient clairs et précis. Est-ce qu'il y avait de la question qui est dans le chat, y avait-il une difficulté de lâcher prise un peu quelque part avec la traduction de vos œuvres? Oh bah, ça, c'est une question, je pourrais, il me faudrait un quart d'heure parce que c'est vraiment un truc qui m'a passionné, la traduction. C'est quelque chose que je soupçonnais pas et en fait, j'en ai beaucoup appris sur le fonctionnement déjà du monde de l'édition, comment ça se passe, la relation avec un traducteur ou une traductrice et puis aussi sur ma propre écriture. Parce qu'en fait, on a d'un coup quelqu'un qui nous pose des questions sur notre intention derrière telle ou telle phrase et on est obligé de verbaliser des choses qu'on faisait parfois naturellement. Hem, voilà, si je devais répondre en 30 secondes, parce que je sais que le temps est un peu compté, Tu vois? je dirais que le principal exercice qu'il y a eu en traduction, la principale difficulté, ça a été de balancer le niveau de musicalité d'une phrase avec le niveau de sens. Parfois, j'avais des traducteurs qui me disaient: «Bon, ben, moi, cette phrase, je suis pas capable de la traduire dans ma langue, hem, en une seule phrase». Mhm. Donc, soit on en fait 3 pour garder le même niveau de sens, soit on n'en fait qu'une et puis je me rendais compte que la réponse était très différente d'un passage à l'autre. Il y avait des passages du texte où je disais: «Non, non, là, ce qui est vraiment important, c'est la musicalité. Regarde toutes les phrases, elles sont à peu près de la même longueur, ce sont des phrases nominales» et cetera. Donc c'est pas grave si on perd un peu en sens, mais il faut vraiment conserver cette espèce de musique
Et il y avait d'autres passages où je disais: «Non, non, pas du tout. Là vraiment, c'est, le niveau de nuance est hyper important parce que j'essaie d'introduire une idée qui est pas blanc ou noir dans la tête du lecteur et s'il faut faire 3 phrases, on en fait 3, mais c'est vraiment ça que je veux garder». Je sais pas Fanny, les expériences que tu as pu avoir à ce niveau-là? Ben moi, j'ai une position particulière dans les processus de traduction puisque je suis traductrice moi-même. Donc, ça donne une espèce d'autre éclairage sur le processus puisque je le connais, je suis principalement traductrice de théâtre, mais j'ai traduit aussi des romans. Euh, et dans le cas de Faire les sucres, c'était le 5e livre que je faisais avec la même traductrice. Donc, on se connaît maintenant depuis 12 ans. Donc, elle a traduit mes 2 romans et aussi mes livres jeunesse. Donc, à ce moment-ci, j'avais pas de difficulté à lâcher prise, Mmh. rendu à Faire les sucres, évidemment, parce qu'on se connaît et aussi parce que son niveau de confiance en moi et notre niveau de confiance mutuelle est tel que elle m'envoyait naturellement ses premiers jets pour que je les lise puis que je lui donne vraiment mon opinion d'instinct là, sur sa traduction parce qu'on n'en était pas à des questions de sens puisqu'on se connaît depuis assez longtemps ou quand elle avait des questions de sens, elle me les posait. Mais là, on pouvait vraiment, comme dit Eric, travailler la musicalité, s'assurer qu'on reste proche, parce qu'effectivement, comme traductrice, c'est la question que je me pose le plus souvent. Ici, est-ce que je sacrifie un bout de sens? C'est pas nécessairement un bout de sens. Des fois, c'est une information complémentaire, un adjectif de plus qui fait que dans la langue traduite, tout à coup, on perd en musicalité, on perd en force. C'est ces questions-là qu'on doit se poser constamment comme traducteur. Donc là, comme autrice, on dirait que j'ai de la compassion pour le travail de traductrice que Susan Uriu a fait. Donc, je comprenais les dilemmes auxquels elle faisait face donc, ça s'est passé dans beaucoup d'harmonie, mais moi aussi, ça me passionne vraiment, le travail de traduction. Merci. Est-ce qu'il y a de quoi qu'on a laissé sur la table aujourd'hui auquel vous aimeriez faire un retour? Je sais que c'est probablement, ça fait plusieurs fois que vous avez eu la chance de parler de vos romans. Je sais que c'est un automne pas mal chargé pour Eric aussi, que Fanny fait des voyages en parlant, maintenant que les traductions sont disponibles aussi. Donc, je laisse ça à vous, Eric, peut-être à commencer s'il y a de quoi que vous aimeriez en parler, peut-être de quoi qui est à l'avenir pour toi. Et la prochaine fois qu'on pourrait te voir soit en ligne ou en personne. Ah bah, il y aurait plein de choses encore à dire. Moi, dans tout ce que Fanny a dit, il y a tellement de fils que j'aurais eu envie de tirer et tout et puis donc le match était parfait. Si vous voulez nous refaire le le Ouais. match retour dans 1 an, ce sera avec plaisir. Mais il faut s'en laisser un peu pour la prochaine fois. Et oui, beaucoup de voyages qui vont venir pour la suite. Là, d'ici la fin de l'année, je serai en Roumanie, je serai au Mexique, heu, en Guadeloupe aussi. Voilà, c'est au début, les gens me disaient, «Ah bah, ce livre m'a fait voyager», puis je trouvais ça génial comme idée, mais je me rends compte aujourd'hui qu'il me fait aussi un peu voyager et c'est chouette Littéralement. quand ça arrive comme ça, voilà. Stéphanie. Ben moi, j'ai moins un automne de voyage, mais c'est ça. Je travaille sur différents projets. J'ai un livre, un roman pour adolescents qui vient de sortir, qui s'appelle Bonjour mon cœur, donc qui vient de sortir au Québec. J'espère le faire voyager aussi. Il va y avoir les salons du livre, les festivals littéraires un peu partout, surtout au Québec pour commencer. On espère le faire voyager aussi. Et des projets de théâtre. Donc, j'ai 2 traductions au théâtre à Montréal dans la saison qui vient et aussi une pièce au TNM, au Théâtre du Nouveau Monde, et au CNA à Ottawa et au Diamant à Québec. Donc, je tiens à le dire que ça s'en va à Ottawa aussi. Je sais que c'est quand même loin de Windsor, mais bon, je le dis. Ah, on a le train, on a les avions, on a la voiture et puis pas mal de connexions. Ils pensent à notre monde ici à Windsor, des connexions à soit Montréal, à Ottawa et tout à l'alentour. Donc, j'apprécie tellement le temps que vous avez passé avec nous autres aujourd'hui. C'est tellement un plaisir de pouvoir rencontrer le monde et puis
de vous connaître un peu, vos méthodes, vos personnages, le pourquoi, le comment, le tout. Et un grand merci aussi à Literary Arts Windsor puis Bookfest et Festival du Livre. Je sais, comme j'ai dit au début, les liens pour notre shop de BiblioOasis pour acheter les livres, c'est aussi dans le chat pour n'importe qui veut en avoir accès. Alors, je vous remercie tellement tous les deux. Je vous donne tout le courage et le bon espoir pour tout ce qui vous vient. Et je vais passer la parole maintenant à Michel pour faire la clôture de la session. Oui, ben, je me joins justement à ma collègue Kelsey pour vous remercier. Justement, ça a été un grand plaisir pour moi d'apprendre à vous connaître de par cet événement, mais aussi de par la lecture de vos personnages. Et ce qui arrive très souvent, c'est que quand on fait une lecture, chaque personne va se comparer ou sinon tenter de s'identifier dans un personnage. Et puis, évidemment, ça peut très bien se faire. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Ce fut un grand plaisir. Merci aussi à ceux qui se sont joints ici aujourd'hui. Merci à Deslin également qui nous a appuyés dans tout ça. Et puis, je me joins aussi à Kelsey qui remercie également Literary Arts Windsor. Alors, merci à tous. Et puis, comme elle a mentionné tantôt, évidemment, vous pouvez également visiter la librairie BiblioOasis pour acheter les livres de nos deux auteurs qui sont ici présents. Ils sont également disponibles en ligne. Alors, en ligne ou en personne. Alors, encore une fois, merci à tous. Puis, qui sait, peut-être qu'on se reverra l'année prochaine. On verra. Merci beaucoup. Merci. Bonne chance à vous Merci tous. beaucoup. Au revoir. Merci.